J'entre dans la grande salle de bal du domaine de la Forêt Verte et je regrette aussitôt d'être venu. Des lustres déversent une lumière cristalline sur les sols en marbre et la richesse murmure à travers la pièce sur des tons feutrés de respect. La main de Michel trouve le creux de mes reins, me stabilisant par la douce pression de sa paume. Respire, murmure-t-il, ses yeux de chirurgien m'évaluant avec une précision clinique. Nous avons gagné notre place ici. Léo tire sur son nœud papillon, la patience de ses 6 ans déjà mise à rude épreuve. Maman, ce truc essaie de m'étrangler. Je m'agenouille, ajustant le tissu offensant avec un sourire. Juste pour un petit moment, mon grand. Souviens-toi de notre marché, tu te tiens bien maintenant, et c'est la piscine après. La foule des invités s'écarte brièvement, et mon cœur s'arrête. Un profil familier attire mon regard. La légère inclinaison de sa tête, la façon dont elle se penche en avant quand elle rit. Je n'ai pas vu ce geste depuis 11 ans, mais mon corps s'en souvient instantanément. La mariée se tourne, une flûte de champagne levée pour un toast, et nos regards se croisent à travers la salle. Hélène, ma sœur. La flûte de champagne tremble légèrement dans ma main, seul signe extérieur du tremblement de terre qui se produit en moi. Je n'avais pas reconnu le nom de Daniel Lefebvre sur l'invitation. Je n'avais pas fait le lien. J'avais supposé qu'Hélène utilisait toujours notre nom de famille, Dubois. Son hoquet de surprise transperce la conversation ambiante comme une lame. Des têtes se tournent. La musique continue, mais une bulle de silence se forme autour de nous, s'étirant à travers le vide qui nous sépare. Derrière elle, le visage de ma mère perd toute couleur, puis vire au cramoisi. Mon père se déplace de manière protectrice vers Hélène, ses larges épaules créant une barrière entre nous, comme il a fait toute notre vie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffle ma mère assez fort pour que les invités à proximité se tournent avec des yeux curieux. La honte familière me monte à la gorge pendant un instant. J'ai de nouveau 21 ans, debout sous la pluie avec une valise, sans abri et seul. Michel s'avance, sa voix ferme mais mesurée. Ma femme est une invitée. Elle est la PDG de Medinoff. Nous avons été personnellement invités par le marié. Le nom Medinoff se propage à travers le groupe de professionnels de la santé à proximité. J'entends des chuchotements, je vois la reconnaissance poindre dans leurs yeux. PDG. Une femme en robe bordeaux se tourne vers son compagnon. C'est Ambre Dubois. La pluie traverse ma veste fine tandis que les mots de mon père résonnent dans ma mémoire. Si tu es trop ingrate pour aider à la clinique, ne reviens pas. Le claquement de notre porte d'entrée ponctue sa phrase, aussi finale qu'un coup de marteau de juge. Maintenant, je me tiens droite dans ma robe Valentino, la pluie un lointain souvenir. La jeune fille effrayée a disparu. À sa place se trouve une femme qui a bâti quelque chose à partir de rien. Qui a refusé de disparaître. Le docteur Daniel Lefebvre s'approche, la confusion plissant son front. Son regard passe du visage figé d'Hélène au mien, composé. Vous connaissez la PDG de Medinoff ? Il adresse cette question à mes parents, puis se tourne vers moi avec un intérêt croissant. Nous essayons de nous associer avec eux depuis des mois. Votre système de surveillance des patients révolutionne les soins post-chirurgicaux. Hélène tente un sourire, mais il vacille sur les bords. Ma mère et mon père échangent des regards chargés de panique. Les chuchotements parmi les invités du mariage deviennent plus forts, plus insistants. Je pourrais faire une scène. Je pourrais exposer 11 ans de mensonges. Je pourrais dire à Daniel comment ils ont raconté à tout le monde que j'avais abandonné l'université, comment ils m'avaient dépeinte comme irresponsable tout en empochant l'argent de mes frais de scolarité au profit d'Hélène. Le pouvoir est enfin entre mes mains. Au lieu de cela, je dis simplement « Bonjour, Hélène ». Félicitations. La simplicité de la phrase a l'effet d'un coup de tonnerre. Hélène tressaille comme si j'avais crié. La main de Michel revient dans mon dos, une question silencieuse. Rester ou partir ? Léo lève les yeux vers moi, innocent des courants sous-jacents qui tourbillonnent autour de nous. Maman, est-ce que la dame en robe blanche est ton amie ? Le regard de Daniel s'aiguise. Il regarde entre Hélène et moi, sa nouvelle épouse et l'étrangère qui n'est clairement pas une étrangère. Hélène. Sa voix est empreinte de confusion et des premières notes de suspicion. Je croyais que tu avais dit que ta sœur était... Sa voix s'éteint, la phrase inachevée flottant entre nous. Les yeux d'Hélène s'agitent frénétiquement entre son nouveau mari et ses parents. Pour la première fois de ma vie, je la regarde chercher ses mots. Avez-vous déjà eu l'impression d'entrer dans une pièce et de le regretter aussitôt ? La chose la plus intelligente à faire serait de prendre ma famille et de m'éclipser discrètement. Laisser Hélène avoir sa journée parfaite. Ne pas réveiller le chat qui dort. Mais parfois, le regret n'est que la peur déguisée. Et j'ai cessé d'avoir peur il y a longtemps. Et voici ma femme, Hélène. Daniel rayonne, son bras glissant autour de sa taille.
diplômé de la Sorbonne et l'esprit brillant, qui gère le cabinet médical de sa famille en Savoie. Je me tiens à 3 mètres de là, mon champagne intact, regardant ma sœur hocher la tête timidement alors qu'on la présente à un groupe de médecins. Ses boucles d'oreilles en perles captent la lumière lorsqu'elle incline la tête. Un geste que je reconnais depuis l'enfance, un signe qu'elle est sur le point d'enjoliver la vérité. La clinique du Bois sert notre communauté depuis 30 ans, dit-elle, la voix parfaitement équilibrée entre fierté et humilité. Nous sommes spécialisés en médecine familiale avec quelques soins gériatriques. Michel me touche le coude, attirant mon attention sur la conversation qui se déroule à côté de nous. Une femme aux cheveux argentés dans un élégant tailleur-pantalon lit mon badge. Made in off. Ses yeux s'écarquillent. Vous êtes Ambre Dubois. Votre présentation au sommet médical du mois dernier était brillante. Le système de surveillance des patients que vous avez développé est en train de changer les protocoles de récupération post-chirurgicale dans 4 régions maintenant. 5. En fait, je souris. Nous venons de finaliser la mise en œuvre avec le réseau hospitalier de l'AP-HP. De l'autre côté de la salle, Hélène bredouille une réponse sur les tendances de la thérapie plaquettaire. Le médecin qui l'interroge échange un regard subtil avec son collègue. Je pensais que le programme de médecine de la Sorbonne s'était éloigné de cette approche il y a 3 ans, dit-il, le front plissé. Le rire d'Hélène flotte, un ton trop haut. Eh bien, vous savez comment sont ces débats académiques. Certains professeurs s'accrochent aux méthodologies traditionnelles plus longtemps que d'autres. L'expression de Daniel change presque imperceptiblement, se resserrant autour de ses yeux, un léger retrait de son bras de sa taille. Il remarque l'incohérence. Ambre. La voix derrière moi appartient à mon père. 11 ans de plus, mais indubitablement le même ton autoritaire qui m'envoyait autrefois me dépêcher de répondre au téléphone à la clinique après l'école pendant qu'Hélène pratiquait le piano. Tu dois partir, dit-il, se positionnant entre moi et le reste de la salle. Tu gâches la journée d'Hélène. Michel se raidit à côté de moi, mais je pose une main apaisante sur son bras. J'ai été invitée par Daniel, je réponds, ma voix basse mais ferme. Peut-être devriez-vous expliquer pourquoi cela vous dérange. Le visage de mon père se congestionne. Le costume cher qu'il porte ne peut dissimuler l'homme en dessous, un médecin de petite ville dont l'autorité s'arrête aux frontières de son propre cabinet. Ne joue pas l'innocente. Tu te pointes comme ça, et Talenta, quelle que soit cette entreprise que tu prétends diriger. Made in off n'est guère une prétention. Michel s'avance, imposant dans son rôle de chirurgien formé à l'Université de Paris. La conférence sur la technologie médicale à Lyon le mois dernier a présenté votre fille comme conférencière principale. Ces systèmes de surveillance sont dans 27 hôpitaux à travers le pays. Un invité à proximité se tourne à ces mots, reconnaissant clairement le nom de l'entreprise. De l'autre côté de la pièce, ma mère plane près d'Hélène, essayant désespérément d'éloigner les collègues de Daniel de ma direction, ses mains s'agitant comme des oiseaux paniqués. Trop tard. Les connexions se forment déjà dans toute la salle. Des professionnels de la santé reconnaissent mon nom, font des associations. Léo tire sur ma main. Maman, je peux avoir du gâteau maintenant? Tu avais promis. Dans 1 minute, mon cœur. Léo regarde au-delà de moi, les yeux fixés sur Hélène. Est-ce que cette dame est ta sœur? Est-ce qu'elle est allée à la Sorbonne comme toi? Le visage de mon père perd toute couleur. Avant qu'il ne puisse répondre, Léo continue innocemment. Tu m'as montré tes vieilles photos de l'université. Les bâtiments rouges étaient jolis. Hélène s'est rapprochée, Daniel à ses côtés. Son visage se fige aux mots de Léo. La Sorbonne? Dit Daniel, nous regardant tour à tour. Tu es aussi allé à la Sorbonne, Ambre. Promotion 2014, je réponds simplement. Le collègue de Daniel, un cardiologue distingué d'après sa conversation, se tourne vers Daniel. Vous ne saviez pas que la sœur de votre femme était Ambre Dubois? Son travail sur les algorithmes prédictifs pour les complications post-chirurgicales est révolutionnaire. L'AP-HP a réduit les taux de réadmission de 22% en utilisant ces systèmes. Le poids de 11 années de mensonges s'abat visiblement sur les épaules d'Hélène. Elle cherche le bras de Daniel, mais il s'écarte légèrement, son attention maintenant entièrement portée sur la conversation professionnelle qui se déroule autour de moi. La pluie tambourine contre la fenêtre de ma chambre d'étudiante alors que je fixe le relevé bancaire. Les chiffres ne correspondent pas. Mon fonds d'études vidé, transféré sur un compte que je ne reconnais pas. Le même jour, un colis d'Hélène arrive, des photos de ses vacances de printemps à Cancun, le voyage que je ne comprenais pas comment notre famille pouvait se permettre. Je chasse le souvenir, me concentrant sur le présent. Daniel a pris Hélène à part, leurs chuchotements animés sont visibles de l'autre côté de la salle de bal. Son visage reflète une confusion croissante, puis de l'incrédulité.
Puis quelque chose de plus dur, alors qu'elle s'accroche à sa manche. Tu m'as dit que tu étais diplômé de la Sorbonne, dit-il, la voix s'élevant juste assez pour être entendue. J'y suis allé. Je n'ai jamais entendu ton nom mentionné par aucun des professeurs. La réponse d'Hélène arrive frénétiquement. C'était principalement de l'enseignement à distance, un programme spécial qu'ils avaient pour. La faculté de médecine de la Sorbonne ne propose pas de diplôme à distance. La voix de Daniel est devenue glaciale. Jamais. La couleur quitte le visage d'Hélène alors qu'elle réalise que sa vie soigneusement construite commence à s'effondrer. Ses yeux parcourent la pièce, atterrissant sur les miens avec désespoir. Daniel recule d'un pas, redresse sa cravate et se tourne. D'un pas délibéré, il traverse la salle de bal, s'éloignant d'Hélène, directement vers moi. Derrière lui, les yeux suppliants d'Hélène le suivent, une femme qui se noie regardant sa dernière bouée de sauvetage s'éloigner. Daniel m'éloigne de la foule avec une main douce sur mon coude. Ses doigts tremblent légèrement contre ma peau, seule indication que le médecin posé est ébranlé. « Trouvons un endroit plus calme », dit-il, sa voix stable, mais ses yeux revenant vers l'endroit où Hélène se tient avec mes parents, leur tête penchée dans une conversation urgente. Nous nous installons dans une petite alcôve au bord de la salle de bal, 2 fauteuils moelleux, une petite table entre nous. L'éclairage tamisé jette des ombres sur son visage, soulignant les angles aigus de la confusion qui y sont gravés. Je m'excuse pour le malaise. Il commence en redressant son nœud papillon. Ces mots s'éteignent, incertains de la manière de formuler l'abîme de questions entre nous. Vous ne saviez pas qu'Hélène avait une sœur. Je termine pour lui, gardant ma voix neutre. Les yeux de Daniel s'écarquillent. Elle a mentionné une sœur une fois, mais a dit que tu avais abandonné l'université après un semestre, que tu ne supportais pas la pression et que tu avais disparu. La vieille blessure palpite, mais je ne bronche pas. Des années de négociations en salle de conseil m'ont appris à garder un visage composé même lorsque je saigne intérieurement. J'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien, dis-je simplement, tout en occupant 3 emplois. 3 emplois, son front se plisse. Le matin dans un café, le soir à la réception de l'hôpital, le week-end dans un centre d'appel. Les souvenirs affluent, l'épuisement jusqu'à l'os, m'endormir sur les manuels, la poussée incessante vers l'avant. Je me suis payé mes études à temps partiel, sans soutien familial. Chaque mot atterrit comme une pierre entre nous, des ondulations se propageant vers l'extérieur. L'expression de Daniel passe de la confusion au calcul, l'esprit analytique du chirurgien réévaluant tout ce qu'il pensait savoir. La Sorbonne, demande-t-il, nommant son alma mater. Je secoue la tête. Une université publique d'abord, après un IUT. Je ne pouvais plus me permettre une grande école après avoir découvert que mon fonds d'études avait été. Je marque une pause, choisissant mes mots avec soin. Réallouer à l'éducation d'Hélène, conclut-il, les pièces du puzzle s'emboîtant. La salle de bal autour de nous s'estompe alors que les souvenirs refont surface. Dormir sur le canapé inconfortable de Sarah pendant 6 mois, me doucher au foyer de jeunes travailleuses quand le petit ami de Jem m'a mise à la porte, manger des nouilles instantanées pendant des semaines pour économiser pour les manuels. L'humiliation de demander des délais au professeur parce que je ne pouvais pas rester éveillée après des journées de travail triple. L'hôpital où je travaillais à la réception, je continue, c'est là que j'ai rencontré Michel. Il était interne à l'époque. Je me souviens clairement de cette nuit, penchée sur des manuels d'administration de la santé pendant ma pause dîner, l'épuisement tirant sur mes paupières. Michel s'arrêtant à mon bureau, curieux des schémas complexes que j'avais esquissés dans les marges. Vous comprenez la théorie du flux de patients de Kellerman ? Avait-il demandé, surpris. Elle est imparfaite, avais-je répondu sans lever les yeux. Le goulot d'étranglement n'est pas la documentation à l'admission, mais les exigences de transmission entre les services. Il avait tiré une chaise et nous avions parlé jusqu'à la fin de ma pause. Le lendemain, il a apporté du café et des questions sur mes idées pour rationaliser la surveillance des patients. En quelques mois, nous développions le prototype qui deviendrait le produit phare de Made in Off. Daniel se penche en avant. Et Made in Off, Hélène a mentionné que vous aviez un travail de bureau quelconque. Je ne peux retenir le petit sourire qui effleure mes lèvres. Nous avons commencé dans notre appartement il y a 7 ans. Le chiffre d'affaires du dernier trimestre était d'un peu moins de 400 millions d'euros. De l'autre côté de la salle, j'aperçois mes parents flanquant Hélène comme des sentinelles. Mon père fait les 100 pas, le visage rouge de colère, tandis que ma mère serre le bras d'Hélène, ses jointures blanches de tension. Ils nous lancent des regards frénétiques, chuchotant avec urgence. Ils vont bientôt essayer de nous séparer, dis-je calmement. Daniel suit mon regard. Il semble préoccupé. Michel s'approche de nous, le téléphone discrètement positionné sur le côté. Je reconnais sa stratégie, documenter le comportement tout en paraissant décontracté.
Une mesure de protection que nous avons apprise après des années de navigation dans des environnements professionnels hostiles. Tout va bien ici? Demande-t-il, ses yeux de chirurgien effectuant une évaluation rapide de mon bien-être. Juste en train de rattraper le temps perdu, je réponds, la gratitude réchauffant ma poitrine. L'homme qui se tient à côté de moi, stable, brillant, me voit tel que je suis, pas comme le récit commode de ma famille. À point nommé, ma mère s'agite vers nous, sa voix calibrée pour porter. Daniel, il y a quelqu'un de l'hôpital Saint-Louis qui meurt d'envie de te rencontrer. Ses yeux glissent sur moi comme si j'étais invisible. Une sensation familière. Daniel ne bouge pas. Dans un instant, Marguerite. Ambre et moi avons une conversation importante. Le sourire de ma mère se crispe. Toujours à chercher l'attention, c'est Ambre. Elle se tourne vers le groupe d'invités le plus proche. Elle a toujours été jalouse des accomplissements de sa sœur. La déclaration reste en suspens dans l'air comme de la fumée, âcre, étouffante. Plusieurs invités se déplacent mal à l'aise, les yeux allant de l'un à l'autre. Je reste assise, le dos droit, le visage composé. La main de Michel repose sur mon épaule, une encre silencieuse. Quand la porte des toilettes se referme derrière moi 20 minutes plus tard, je ne suis pas surprise de trouver Hélène déjà à l'intérieur, réappliquant son mascara avec des mains tremblantes. Nos regards se croisent dans le miroir. « Pourquoi tu me fais ça ?» demande-t-elle, la voix se brisant sur le dernier mot. Je me lave les mains lentement, délibérément. Faire quoi exactement? Ruiner mon mariage. Faire en sorte que Daniel remette tout en question. Des larmes strient son maquillage soigneusement appliqué. Je ne fais rien, je réponds doucement. J'existe, tout simplement. Hélène claque son tube de mascara sur le comptoir en marbre. Tu étais censé rester partie. Pour la première fois, je vois la peur derrière sa colère, la terreur d'un château de cartes qui commence à s'effondrer. Ils ont dit à tout le monde que tu avais abandonné, continue-t-elle, les mots sortant comme une confession. Que tu ne pouvais pas gérer les responsabilités, que tu étais. Et pourtant me voilà, je l'interromps, gérant pas mal de choses. Quand je sors des toilettes, mon sang-froid est intact. Je retourne aux côtés de Michel, à la chaleur de sa main trouvant la mienne. Hélène suit quelques minutes plus tard, le maquillage fraîchement refait, mais quelque chose d'essentiel s'est brisé derrière ses yeux. Je le remarque immédiatement, le changement subtil dans la pièce. Les invités du mariage dérivant progressivement vers nous, attirés par une curiosité sincère. Un neurochirurgien discutant des innovations en matière de surveillance des patients avec Michel. Une administratrice d'hôpital me glissant sa carte. Votre système de surveillance post-opératoire a réduit nos taux de complications de 30%. Elle me dit, nous aimerions explorer l'extension de sa mise en œuvre. Daniel se tient à mon coude, attentif à la conversation, posant des questions pertinentes sur la technologie de Medinov. Sa nouvelle épouse plane à la périphérie, ignorée. Mon père s'approche, les épaules carrées pour la bataille. Daniel, interrompt-il bruyamment. C'est le mariage d'Hélène. Concentrons-nous sur ses réalisations. Le silence qui suit remplit la pièce comme de l'eau, noyant tout le reste. Tous les regards passent de Daniel à mon père, puis à Hélène, dont le sourire s'étire finement sur son visage. Personne ne parle. Personne n'en a besoin. Parfois, le silence contient plus de vérité que n'importe quel mot ne pourrait l'exprimer. Je tends ma flûte de champagne à moitié vide à un serveur qui passe et je regarde ma montre. Nous sommes restés assez longtemps. Michel croise mon regard de l'autre côté de la pièce, où il se dégage d'une conversation avec un chirurgien orthopédiste enthousiaste. Son léger hochement de tête confirme que nous sommes sur la même longueur d'onde, comme toujours. On part maintenant? Léo tire sur ma main, l'espoir illuminant ses yeux. C'est l'heure de la piscine. Oui, mon grand. Juste une dernière chose. Je sors une petite enveloppe couleur crème de ma pochette. À l'intérieur repose un certificat d'action Medinov. Pas une somme qui change la vie, mais assez pour marquer le coup. C'est ce que je suis maintenant, pas la fille désespérée qu'ils ont rejetée. Michel nous rejoint, sa main trouvant le creux de mon dos. Prête? Presque. Je cherche Daniel du regard dans la salle. Le pauvre homme mérite un peu de courtoisie le jour de son mariage, même si ses beaux-parents n'en méritent pas. Nous le trouvons près du bar, observant Hélène avec une expression que je ne connais que trop bien. Les premières lueurs du doute s'insinuant dans ce qui devrait être une certitude. Ma sœur évolue dans la pièce avec un charme exercé, mais maintenant je remarque comment elle tressaille légèrement lorsque des termes médicaux entrent dans la conversation. Comment elle redirigeait rapidement la discussion. Nous partons, dis-je à Daniel en lui tendant l'enveloppe. Félicitations encore. Il la prend avec une chaleur sincère. Merci d'être venu, surtout considérant que,
Ses yeux dérivent vers mes parents qui planent à proximité comme des vautours tournoyants autour d'une proie blessée. J'apprécie l'invitation. Je le pense. Clore ce chapitre importe plus que je ne le réalisais. Daniel se penche plus près, baissant la voix. J'aimerais visiter Medinov un de ces jours. Professionnellement. Nos regards se croisent, une compréhension passant entre nous sans mots. Il sait, peut-être pas tout, mais il sait. Mon assistante organisera ça. Je lui tends ma carte de visite, consciente qu'Hélène nous observe, son sourire se fissurant sur les bords comme de la vieille porcelaine. Ma mère glisse vers nous, son armure sociale fermement en place. Ambre a toujours été si ambitieuse, dit-elle à un invité voisin, avec une légèreté calculée. Bien sûr, elle a eu des avantages que nous ne pouvions pas offrir à Hélène. L'inversion flagrante de la vérité m'aurait blessée autrefois. Maintenant, c'est presque comique. Quels avantages étaient-ce, Madame Dubois ? Demande Michel innocemment. Les 3 emplois tout en suivant des cours du soir, ou le fait de dormir sur les canapés d'amis après que vous ayez pris l'argent de ses frais de scolarité. Le visage de ma mère se durcit, mais un groupe de collègues de Daniel s'est approché à portée de voix. Elle recule d'un pas, recalculant. Léo lève les yeux vers moi, la confusion assombrissant son visage. Ce ne sont pas ta famille, ces gens, maman ? La question réduit au silence toutes les personnes à portée de voix. Simple, directe, involontairement dévastatrice. Je m'agenouille à son niveau. Ce sont des parents, mon grand. La famille, c'est différent. Mon père choisit ce moment pour s'approcher, bombant le torse comme il le faisait quand j'étais jeune et facilement intimidée. Tu ne peux pas simplement revenir dans nos vies comme si de rien n'était. Je ne suis pas intéressée à revenir dans quoi que ce soit. Ma voix tranche à travers sa fanfaronnade avec une finalité tranquille. Je ne suis pas ici pour vous exposer ou me réconcilier avec vous. J'ai construit ma propre vie, ce qui est exactement ce que vous m'avez forcé à faire quand vous m'avez montré la porte. L'image surgit, non. Sollicité. La pluie trempant ma veste, le poids de ma valise, la liberté terrifiante de n'avoir plus rien à perdre. Derrière moi, Léo s'agite à nouveau avec son nœud papillon. Michel pose sa main sur l'épaule de notre fils, le scrutant de la même manière qu'il m'avait scruté toutes ces années auparavant, quand je pensais que j'allais me noyer. Merci, dis-je à mes parents, les faisant cligner des yeux de confusion. Merci de ne pas m'avoir donné ma chance. Vous m'avez obligé à construire la mienne. Le visage de ma mère se contorsionne entre la rage et la préservation sociale. Pour une fois, elle ne trouve pas ses mots. Je prends la main de Léo. Michel se met au pas à côté de nous alors que nous sortons, sans hâte, digne, complet. Pas de déclaration dramatique, pas de scène larmoyante, juste le pouvoir tranquille de s'éloigner, entière. Des chuchotements nous suivent comme une pluie fine. Mais contrairement à cette nuit il y a 11 ans, ils ne m'atteignent pas. J'ai construit un parapluie de réussite qui me protège de leur tempête. Dans le hall, Léo se libère et tournoie avec une joie enfantine. L'heure de la piscine. 10 minutes pour te changer et je te retrouve là-bas, lui dit Michel en lui ébouriffant les cheveux. Alors que nous nous dirigeons vers les ascenseurs, j'aperçois notre reflet dans le mur de marbre poli, une famille de 3, solide et connectée. Derrière nous, à travers les portes de la salle de bal, j'entrevois Daniel observant notre départ, puis se retournant vers sa nouvelle épouse avec de nouvelles questions dans les yeux. Certains mariages marquent des débuts. Celui-ci marque une fin, la libération finale d'attente que je n'ai jamais eu besoin de satisfaire, d'une approbation que je ne cherche plus, et d'une douleur que je refuse de porter plus loin. Léo appuie sur le bouton de l'ascenseur avec une détermination enthousiaste. On monte. Oui, on monte, en effet. La lumière du soleil traverse en biais les baies vitrées de mon bureau, projetant de longues ombres sur les sols en béton poli. 1 mois s'est écoulé depuis le mariage d'Hélène, mais le souvenir rôde encore dans les coins de mon esprit comme un rêve à moitié oublié. Je parcours la proposition de partenariat de l'hôpital Saint-Louis. Un contrat à 8 chiffres étalé sur mon bureau. Le système de surveillance des patients de Medinov a réduit les complications post-chirurgicales de 37% lors de leur essai. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres n'ont pas de favoris. La voix de mon assistante, Meredith, crépite dans l'interphone. Le docteur Daniel Lefebvre est là pour vous voir. Mon stylo s'immobilise sur le papier. Je n'avais pas parlé au mari de ma sœur depuis cette nuit. Faites-le entrer. Daniel entre comme un homme portant un poids invisible. Ses épaules sont voûtées, sa veste de costume froissée au coude. Des cernes sombres ombrent ses yeux. Merci de me recevoir sans rendez-vous. Il se tient maladroitement jusqu'à ce que je lui désigne le fauteuil en face de mon bureau. Un café ? Je propose. Il secoue la tête. Je ne peux pas rester longtemps. J'attends. L'expérience m'a appris le pouvoir du silence.
J'ai consulté un avocat au sujet des possibilités d'annulation du mariage. Les mots sortent comme des pierres. Tout ce qu'Hélène m'a dit était inventé. Elle n'a jamais fréquenté la Sorbonne. Elle n'a jamais géré la clinique de vos parents. Elle est la réceptionniste. J'absorbe cela sans surprise. Les mensonges ont toujours été là, attendant que quelqu'un les remarque. Je suis désolée d'entendre ça, dis-je, et je le pense. Vos parents ont fait d'elle la façade de leur cabinet pendant qu'il. Sa voix s'éteint alors qu'il passe une main dans ses cheveux ébouriffés. Les pratiques de facturation de leur clinique. Ils ont facturé l'assurance maladie pour des procédures jamais effectuées, en utilisant délibérément des codes obsolètes. Hélène les a aidés. La révélation a l'effet d'une gifle, non pas parce qu'elle est choquante, mais parce qu'elle confirme des soupçons que j'avais enterrés il y a des années. Je ne voulais pas vous entraîner à nouveau là-dedans, continue Daniel. Mais quand j'ai commencé à enquêter sur le passé d'Hélène, j'ai trouvé des schémas, des incohérences. Votre nom apparaissait sans cesse dans les anciens dossiers de la clinique, puis disparaissait complètement il y a 11 ans. L'horizon au-delà de ma fenêtre miroite sous la chaleur de l'été. J'ai construit cette vue à partir de rien, pendant qu'ils construisaient leur vie sur des fabrications. Ils ont utilisé mon fonds d'études pour Hélène, dis-je simplement. Quand je les ai confrontés, ils m'ont dit que je n'avais de toute façon pas le niveau pour une grande école. Daniel grimace. L'ironie, c'est que je n'ai jamais voulu être médecin. Je voulais améliorer les systèmes médicaux, les rendre plus efficaces, plus précis. C'est ce que vous avez fait, dit Daniel en jetant un coup d'œil à mon bureau. Medinov transforme les soins post-chirurgicaux à travers le pays. Un silence s'installe entre nous, confortable dans son honnêteté. La clinique fait l'objet d'une enquête, dit-il finalement. J'ai soumis des informations anonymes aux autorités compétentes après avoir découvert l'étendue de la fraude. Ils font ça depuis près de 15 ans. 15 ans. Commençant à peu près au moment où je suis partie pour l'université. Mon téléphone vibre, un texto de Michel. Je récupère Léo plus tôt. Journée au zoo. Rejoins-nous. Une chaleur se propage dans ma poitrine. C'est ma vraie famille, maintenant. Que ferez-vous? Je demande à Daniel. Il redresse les épaules. Demander l'annulation. Coopérer avec les enquêteurs. Recommencer. Il hésite. Je suis venu m'excuser pour mon rôle involontaire dans votre reconnexion avec votre passé, et pour demander, avez-vous l'intention de vous impliquer dans l'enquête? La question reste en suspens entre nous, lourde de sous-entendus. Je pourrais les détruire complètement. Un appel de la PDG de Medinov aux enquêteurs de la fraude à l'assurance maladie accélérerait tout. Non, dis-je enfin. J'ai construit ma vie séparément de la leur. J'ai l'intention de la garder ainsi. Un soulagement se lit sur son visage. Merci de m'avoir reçu. Après le départ de Daniel, je reste à ma fenêtre, regardant la circulation s'écouler 40 étages plus bas. Mon téléphone vibre avec une notification de message vocal. Le numéro d'Hélène. Le 3e cette semaine. Michel appelle alors que je rassemble mes affaires pour les rejoindre au zoo. Tu as l'air fatigué, dit-il. Daniel Lefebvre est venu me voir. La clinique familiale fait l'objet d'une enquête pour fraude à l'assurance maladie. Une pause. Ça va? Oui. La réponse me surprend par sa vérité. Vas-tu t'impliquer? J'observe un faucon à queue rousse encercler les gratte-ciel, chevauchant les courants thermiques avec une grâce sans effort. Je pensais à ce que tu as dit la semaine dernière, que mon succès est déjà leur plus grande punition. Je maintiens cela, dit Michel. Mais c'est ton choix. Mon ordinateur sonne avec un nouvel email. Un avocat représentant la division d'enquête sur la fraude à l'assurance maladie, demandant des informations sur mon passage à la clinique du Bois. En pièces jointes, des documents requérant mon témoignage. Ils veulent que je témoigne. Je dis à Michel, que vas-tu faire? Je considère la question. Une partie de moi veut supprimer l'email, refuser la demande, laisser ce qui leur arrive se produire sans que mes empreintes digitales ne soient nulle part. Une autre partie se souvient des patients qui leur ont fait confiance. Des hommes et des femmes âgés dont les prestations de l'assurance maladie ont été volées. Je leur transmettrai des copies des dossiers originaux de la clinique de l'époque où j'y travaillais. Je décide. Rien de plus, rien de moins, juste les faits. Je suis fier de toi, dit Michel. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre message vocal d'Hélène. Son 3e aujourd'hui. Le premier implorait de l'argent. Le second menaçait de dire à Léo la vérité sur sa mère. Je n'ai pas besoin d'entendre le 3e. J'appuie sur supprimer sans écouter. Le petit geste est étonnamment final. Léo veut voir les nouveaux bébés tigres, dit Michel, sa voix une encre bienvenue dans ma vraie vie. Dis-lui que j'arrive. Je prends mon sac,
m'arrêtant à la porte pour jeter un dernier regard à mon bureau. Le contrat de l'hôpital Saint-Louis attend sur mon bureau. Un autre hôpital prêt à mettre en œuvre le système que j'ai construit à partir de rien d'autre que de la détermination et de longues nuits. Je ferme la porte derrière moi, laissant le message vocal d'Hélène dans l'oubli numérique où il doit être. Certaines dettes ne peuvent jamais être remboursées. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais j'ai appris qu'avancer n'exige pas le pardon. Parfois, il suffit juste de lâcher prise. Les échinacées pourpres se penchent vers le soleil. J'enlève une autre fleur fanée, l'ajoutant à la collection dans ma paume. 6 mois se sont écoulés depuis le mariage. 6 mois à respirer plus facilement, comme si je sortais enfin de chaussures qui ne m'ont jamais vraiment convenu. Léo court entre les carrés potagers, sa cape de Batman flottant derrière lui. « Maman, je peux arroser les tomates ? Commence par les poivrons, je lui dis en montrant les feuilles tombantes. Ils ont soif aujourd'hui. » Il attrape son petit arrosoir, la langue sortant du coin de la bouche alors qu'il se concentre pour ne pas renverser. Le soleil de la mi-mai réchauffe mes épaules à travers mon t-shirt. Pas de marque de créateur ici. Juste le confort de mon propre espace. Michel apparaît à la porte-fenêtre. 3 verres de limonade en équilibre sur un plateau. Des renforts, crie-t-il en descendant les marches de notre modeste jardin. Ses mains de chirurgien, les mêmes qui effectuent de délicats remplacements de valves cardiaques, passent maintenant la limonade à notre fils avec une cérémonie exagérée. « Merci, mon bon monsieur », répond Léo avec une révérence chancelante qui manque de renverser son verre. Les yeux de Michel rencontrent les miens par-dessus la tête de Léo. La conversation silencieuse passe entre nous. C'est ça qui compte. Ce jardin, ce garçon, cette vie que nous avons bâtie à partir de rien d'autre que de la détermination et de la vérité. Le conseil d'administration de l'hôpital Davis a approuvé le système de surveillance des patients, dit Michel nonchalamment, bien que nous sachions tous les deux ce que cela signifie. La 5e grande chaîne hospitalière a adopté la technologie de Medinov cette année seulement. Des milliers de patients supplémentaires qui se rétabliront en toute sécurité grâce à ce que nous avons créé. C'est le numéro 5, annonce fièrement Léo en comptant sur ses doigts. Maman aide tous les gens malades à guérir plus vite. Je lui ébouriffe les cheveux, étonné de la façon dont il absorbe tout. C'est l'idée, mon grand. La sonnette retentit de l'intérieur. Michel lève un sourcil. Tu attends quelque chose ? Probablement une livraison. Ces échantillons de composants de Suisse. Mais quand Michel revient, son expression a changé. Il tient une lettre recommandée. L'adresse de l'expéditeur est visible même d'où je suis. Hélène Dubois-Lefebvre. Mon estomac se noue, le nœud familier que je pensais avoir enfin démêlé. Je serai dans mon bureau. L'enveloppe reste sur mon bureau pendant 17 minutes, pendant que je finis d'examiner les projections trimestrielles. Michel s'appuie contre le cadre de la porte. Un soutien silencieux. Quand je l'ouvre enfin, une seule feuille de papier à lettres couleur crème glisse, couverte de l'écriture soignée d'Hélène. Ambre, la clinique a fermé le mois dernier. Pas à cause de quelque chose que tu as fait, mais à cause de tout ce que maman et papa ont fait. L'enquête a révélé des irrégularités de facturation remontant à 15 ans. Daniel m'a quitté. Il a dit qu'il ne pouvait pas construire une vie avec quelqu'un en qui il ne pouvait pas avoir confiance. Il avait raison. Je ne t'écris pas pour demander de l'argent. Je sais mieux maintenant. Je t'écris parce que j'ai besoin de te dire que tu n'as jamais été le problème. J'ai été élevé pour croire que ton intelligence menaçait la mienne. Ton indépendance sapait ma sécurité. Je les ai crus quand ils ont dit que te couper les ponts était nécessaire. J'avais tort. Ils avaient tort et je suis désolée. Hélène. Michel ne demande pas ce que dit la lettre. Il attend que je la plie et la remette dans son enveloppe. Que vas-tu faire ? Demande-t-il. Rien de dramatique, je réponds en me tournant vers mon ordinateur. J'ouvre un document, tape pendant plusieurs minutes, puis j'imprime une seule page. Je la glisse dans une enveloppe Medinov avec la lettre que j'ai écrite. 2 semaines plus tard, je me tiens au bord du congrès américain de technologie médicale à Chicago, regardant mon équipe faire la démonstration de nos dernières innovations à une foule de professionnels de la santé. Le stand Medinov attire l'attention, notre réputation nous précédant désormais. Un mouvement fugace attire mon œil. Quelqu'un en blouse bleu pâle près du pavillon de formation. Hélène, les cheveux tirés en une simple queue de cheval, écoute attentivement un conférencier discutant de la certification d'entrée de gamme en codage médical. Nos regards se croisent à travers le hall d'exposition bondé. Pas de hoquet cette fois, pas de drame, juste une reconnaissance tranquille. Elle tient la demande de stage Medinov que je lui ai envoyée, serrée comme une bouée de sauvetage. Je lui offre un petit hochement de tête, pas exactement le pardon, mais une reconnaissance.
Elle me le rend, les yeux brillants de quelque chose qui pourrait être de la détermination. Nous ne nous approchons pas. Certaines relations sont terminées, pas poursuivies. Ce soir-là, je finalise les documents pour la bourse médicale de première génération Dubois. Pas nommée d'après mes parents, mais reprenant mon nom de naissance pour quelque chose de mieux. 20 étudiants sans soutien familial recevront une scolarité complète et un mentorat l'automne prochain. De retour à la maison, je m'agenouille à nouveau dans notre jardin, creusant de petits trous pour de nouvelles pousses. Léo aide, ses petites mains tapotant la terre autour des racines tendres. Certaines plantes ne poussent pas bien les unes à côté des autres. J'explique, lui montrant comment espacer les plants. Elles ont besoin de leur propre espace pour prospérer. Comme les gens, demande-t-il, étonnamment perspicace. Garçon intelligent, je murmure en l'embrassant sur le front. Oui, comme les gens. Le soleil se couche, dorant notre jardin. Par la fenêtre de la cuisine, je vois Michel préparer le dîner, se déplaçant avec aisance dans l'espace que nous avons créé ensemble. Je presse une autre graine dans la terre sombre, la recouvrant doucement. Certaines racines vous sont données, d'autres, vous avez la chance de les choisir.